bonsoir. Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 16. Moins il y en aura, mieux ce sera. Pendant le confinement, certains rêvent d'aller à la pêche. À la pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, ont pris mon panier, maman. Et à propos de moules, le musée océanographique est fermé, mais il faut bien continuer à nourrir ses petits pensionnaires. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Brunel, je suis le responsable du service aquarium au musée. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour avec nous dans les coulisses. Le matin, on commence par 2-3 petites choses très importantes et notamment contrôler ce qui s'est passé pendant la nuit. On contrôle les valeurs d'oxygène, de température, de salinité, de pH sur les bassins essentiels. Étape très importante le matin, on fait ce qu'on appelle le tour de tous les bassins. Nous voilà dans la cuisine de l'aquarium où on prépare tous les jours les repas de nos pensionnaires. Nous sommes en train de travailler dans le grand bac des requins. On profite de l'absence du public pour refaire un petit peu le décor en mettant des pierres. Voilà, on espère vous retrouver rapidement dès que le confinement sera fini. Aujourd'hui, nous avons souhaité faire un point aussi complet que possible sur les conséquences économiques de cette crise. Comment ont réagi les marchés financiers? Quel sera l'impact du confinement sur la croissance? Nous serons tout d'abord en duplex avec l'éditorialiste économique de France Télévisions, Jean-Paul Chapelle. Nous rejoindrons ensuite Laurence Garino du Monaco Welcome Office pour savoir comment vont les entreprises monégasques et comment elles sont accompagnées face à cette crise. Avec le patron du CFM Indo-Suez, Mathieu Ferragu, nous verrons comment le premier employeur bancaire de la principauté s'est réorganisé. Et puis, nous ferons aussi le point avec un petit commerçant. Frédéric Nguyen, c'est le patron du Monaco Bar sur la place d'Armes et il a dû fermer son établissement. Il nous dira comment il fait face économiquement avec son employé. Mais tout de suite, le point info avec Alexandra Pani. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Yann Anthony. 850, c'est le nombre de contrôles effectués chaque jour par les agents de la sûreté publique depuis le début du confinement. Le conseiller de gouvernement pour l'intérieur et le directeur de la sûreté publique sont revenus sur quelques chiffres bilans de ces 15 premiers jours. Les contrôles se déroulent principalement aux frontières et sont appelés à être renforcés. Mais les règles sont généralement respectées sur le territoire. Seuls quelques comportements marginaux ont fait l'objet de rappels à l'ordre. En tout, ce sont plus de 11 000 contrôles effectués en 15 jours, aussi bien auprès des automobilistes, des deux-roues, des piétons, mais aussi par la police maritime pour des personnes utilisant leur bateau. Alors que la Formule 1 s'est vue contrainte d'annuler ses premiers Grands Prix de la saison, le championnat a décidé de lancer le F1 eSport Virtual Grand Prix Series pour combler ce vide auprès des fans. Dimanche aura donc lieu la deuxième manche de ces Grands Prix virtuels et cette fois-ci, ce sont plusieurs véritables pilotes qui vont s'élancer virtuellement sur le circuit de Melbourne. Alex Albon, George Russell, Lando Norris, Nicolas Latifi et les frères Leclerc, comme ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. Première course de l'année pour moi ce week-end. Je vais participer à ma toute première course virtuelle et j'aime cette grille de départ, publié Charles Leclerc ce jeudi matin. Rendez-vous donc sur les pages Facebook de la F1, YouTube ou Twitch dimanche à 21h. C'était l'un des rares événements encore maintenus. Les organisateurs du festival de télévision de Monte-Carlo ont finalement pris la décision de reporter la 60e édition. Le rendez-vous est reprogrammé du 18 au 22 juin 2021. Elle doit initialement démarrer en octobre 2020, mais un report d'un an vient d'être demandé par le comité de pilotage de l'exposition universelle de Dubaï. Ce report est actuellement en pourparlers avec les Émirats arabes unis et les différents pays participants. 25 millions de visiteurs sont attendus durant l'événement, mais ce report serait nécessaire pour permettre aux industries mondiales du tourisme et des affaires de se remettre de l'épidémie du Covid-19. Un accord devra être validé par les pays membres du Bureau international des expositions d'ici quelques semaines. Pour l'heure, la construction des pavillons sur le site se poursuit dans le respect des règles de sécurité et des gestes barrières.
Merci Alexandra. Nous ouvrons à présent notre dossier économique dans lequel nous vous proposons d'aller du macro au micro. Pour bénéficier tout d'abord d'un éclairage sur les conséquences de cette crise sanitaire sur l'économie, nous retrouvons l'éditorialiste économique de France Télévisions. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Yann-Anthony. Merci de nous faire l'amitié d'intervenir dans cette émission Monaco face au Covid-19 avec vous. Vous êtes le grand spécialiste économique de France Télévisions. Avec vous, on va essayer de faire le tour un petit peu de la question. Déjà, quel est l'impact économique concret de ce confinement ? Alors, il a été estimé par la plupart des économistes français, notamment ceux de l'INSEE, l'Institut de la statistique. Ça dépend bien sûr de la durée du confinement. Un mois de confinement, ça représente 3 points de croissance en moins, c'est-à-dire une production de richesse en recul de 3 points. C'est énorme, c'est à peu près ce qu'on a connu lors de la crise de 2008-2009. Bien sûr, si ce confinement dure plus, si c'est 2 mois, comme certains le redoutent, eh bien là, c'est 2 fois plus de récession, c'est-à-dire une récession de l'ordre de 6% sur l'année. Et alors là, c'est vraiment du jamais vu depuis la dernière guerre mondiale, avec le corollaire évident de nombreuses faillites supplémentaires et de nombreux chômeurs supplémentaires. Donc c'est quoi? Ce sont des fermetures, des insolvabilités, des problèmes de liquidité? D'abord, il faut bien se rendre compte qu'un grand nombre d'entreprises sont en coma économique, si je puis dire, c'est-à-dire elles sont à l'arrêt. C'est le cas de tout le transport, notamment le transport aérien, c'est le cas de la plupart de l'industrie automobile qui fonctionne à peine 10% des capacités. Le tourisme, n'en parlons pas, c'est aussi un arrêt brutal. Donc, évidemment aucune rentrée d'argent pour ces entreprises qui doivent continuer, alors, soit à payer les fournisseurs, les loyers, éventuellement les salariés, si elles ne les licencient pas, ce que souhaite évidemment tout le monde, et notamment le gouvernement français qui a mis en place un système de chômage partiel où il finance en grande partie, pour ne pas dire la totalité, des salaires des salariés au chômage partiel. Il paraît que l'économie, en tout cas l'industrie française, ne tourne qu'à 25% en ce moment. Alors ça, c'était une première estimation faite par le ministère de l'économie. Elle a été un petit peu révisée par les différents instituts de statistiques. On estime qu'elle est plutôt autour de 50%. Ah, d'accord. C'est déjà énorme, hein, Ouais. la moitié de l'économie qui est à l'arrêt pour l'ensemble de l'économie industrielle, hein, puisqu'on parle de l'industrie. Et encore une fois, ça dépend beaucoup des secteurs. Il y a des secteurs qui travaillent on va dire à plus de 50%, c'est le cas notamment de la plasturgie, parce qu'il faut bien continuer à produire des emballages, notamment pour le secteur agroalimentaire. En revanche, on parlait de l'automobile tout à l'heure, et bien effectivement c'est bien en dessous de 50 et même de 25%, comme vous dites, c'est autour de 10%, entre 0 et 10% de l'industrie automobile qui fonctionne aujourd'hui. Les marchés financiers sont très nerveux, on le voit Jean-Paul. La bourse qui a perdu entre 30 et 40% de sa valeur en 2 semaines. Absolument. Elle a craqué, évidemment. Alors, elle a craqué de manière assez logique. On dit souvent que les marchés financiers sont irrationnels, mais là, c'est bien évident qu'il n'y a plus aucune visibilité sur l'activité économique, quand est-ce qu'elle va reprendre, à quel rythme. Donc, il faut aussi avoir en tête que les marchés financiers, notamment la Bourse de Paris, mais c'est le cas des autres places financières, étaient surestimés. On était arrivé à des niveaux assez élevés où la plupart des analystes redoutaient une correction. Là, c'est plus qu'une correction. Bon, ça devait arriver. Et là, il se trouve que c'est la crise sanitaire qui a engendré cette correction, mais ça devait arriver. Exactement. C'est-à-dire, là, on a une correction très violente qui, pour les épargnants, effectivement, représente des sommes d'argent extraordinaires qui se comptent en centaines de milliards d'euros partis en fumée. Alors,
Je vous rappelle ce célèbre dicton boursier, hein, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Et donc, le premier conseil qu'on peut donner aux épargnants investis en bourse, c'est surtout de ne pas vendre, parce que, évidemment, on peut quand même espérer que une fois la reprise effectuée, il peut y avoir quand même un retour et une correction positive et des cours qui repartent à la hausse, ce qu'on peut espérer. Alors, vous avez parlé, Jean-Paul, de coma économique. Je vois là tout votre talent. Vous reprenez un terme du champ lexical sanitaire. Pour autant, maintenant, les gouvernements apportent des respirateurs, finalement. Oui. Et les gouvernements aident l'économie. Mais ça veut dire qu'après une crise sanitaire, une crise économique, et potentiellement, on pourrait arriver à une crise de l'endettement, parce que les États vont procéder à des endettements massifs pour relancer l'économie? Oui, vous avez raison, Yann Anthony. Vous comparez effectivement l'intervention des États à des respirateurs. C'est effectivement c'est une bonne image parce que la plupart des États ont dit on paiera quoi qu'il en coûte pour soutenir l'économie. Alors c'est le soutien d'urgence. Là, Whatever it takes. Exactement, c'est pour reprendre la formule de l'ancien président de la Banque centrale au plus fort de la crise de la zone euro. Là, d'abord, il y a effectivement des dépenses publiques d'urgence. Alors évidemment, sur le plan sanitaire, ça va sans dire. Sur le plan du soutien, je parlais du chômage partiel, et bien évidemment, ça c'est l'État qui compense les salaires. Et puis, il y aura forcément des dépenses budgétaires pour relancer l'économie. En attendant, c'est des centaines de milliards d'euros garantis par l'État pour permettre aux entreprises d'emprunter, ce qu'elles n'auraient pas pu faire en temps normal, mais elles ont les garanties de l'État. Alors évidemment, un État qui, comme la France, est endetté à hauteur de 100%, eh bien, évidemment, la dette va complètement exploser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un super respirateur derrière qui est prêt à venir au secours, c'est la Banque centrale européenne. Et Christine Lagarde, elle est plutôt sur la balle, là, ce coup-ci. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, qui a redit récemment que là aussi, elle viendrait en dernier ressort racheter toutes les dettes des États et des entreprises qui seront nécessaires pour le soutien de l'économie européenne. Jean-Paul Chapelle, éditorialiste économique de France Télévisions, merci beaucoup, Jean-Paul, d'avoir participé à cette émission. Merci pour cet éclairage. À bientôt. Allez, c'est parti pour les infos pratiques avec Alexandra Pani. Yann Anthony, dans ce point info pratique, on revient sur les gestes de bon sens à mettre en place lors de nos sorties. Ils débutent dès votre sortie de l'appartement. Dans votre immeuble, n'actionnez pas directement les boutons d'ascenseur. Utilisez plutôt votre coude ou un mouchoir jetable. Préférez monter seul ou avec les personnes qui sont confinées avec vous. Dans la rue, si vous rencontrez une connaissance, saluez-la de loin. Et enfin, dans les commerces de proximité ou lors de vos courses, gardez toujours une distance d'au moins 1 mètre, voire 1,50 m. Ces habitudes associées aux gestes barrières permettront de vous protéger. Et durant ce confinement, les parents ont revêtu une casquette supplémentaire en faisant classe à leurs enfants. Le métier de professeur n'a jamais été autant admiré. Voici une sélection de quelques films qui met à l'honneur l'enseignement. Le célèbre Cercle des poètes disparus de Peter Weir, Palme d'or à Cannes en 2008, Entre les murs de Laurent Cantet est un docu-fiction qui raconte le quotidien d'une classe de 4e de la région parisienne dans un collège à la réputation difficile. Ou Sur le chemin de l'école de Pascal Plisson, un documentaire bouleversant sur le portrait de 4 jeunes enfants qui vivent au Kenya, au Maroc, en Inde et en Patagonie et qui parcourent chaque jour des kilomètres pour rejoindre leur école. 2 belles histoires qui mettent en valeur le métier d'enseignant. Merci Alexandra. Les conséquences économiques de cette crise vont être lourdes. Les pertes de revenus sont évaluées à 180 millions d'euros et les dépenses prévues pour faire face, c'est 280 millions d'euros. C'est donc un trou de 460 millions. Cela représente près d'un tiers du budget annuel de l'État. Pour évoquer la situation des entreprises monégasques face au coronavirus, nous retrouvons à présent la responsable du Monaco Welcome Office. Bonsoir Laurence Garino.
Bonsoir. C'est très intéressant de vous avoir parce que vous êtes vraiment au contact des entreprises. Vous sentez battre le pouls de l'économie monégasque. Comment bat-il ce pouls? La situation est vraiment très très compliquée pour tous. Tous les secteurs de notre tissu économique et tous les secteurs sont pleinement touchés. La crise sanitaire est rapidement devenue la crise économique pour l'ensemble des secteurs. Donc toutes les entreprises, tous les secteurs sont touchés, il y en a aucun qui s'en sort? Il y a des secteurs forcément bien plus touchés puisque par décision ministérielle, compte tenu des barrières sanitaires, les entreprises, les commerces, les restaurants, les salles de Ont dû spectacle et fermer. autres qui sont censés travailler avec le public sont contraints de fermer. D'autres peut-être activités plus administratives, commerciales, de bureaux industriels travaillent en mode dégradé. Monaco, c'est un pays à part, assez spécifique. On fait 200 hectares. Et de ce fait, comment la principauté réagit-elle dans cette crise? On n'est pas un gros paquebot, on est plutôt une vedette rapide. Alors oui, c'est vrai que dans ces circonstances, plus que jamais, c'est un avantage aujourd'hui d'avoir la taille de notre pays parce que ça renforce la proximité qu'on peut avoir avec les acteurs économiques. Ça a toujours été notre sens dans notre travail au sein des services de l'État, mais particulièrement pour la crise sous l'impulsion de M. Castellini, nous avons souhaité mettre en place une cellule dédiée qui était vraiment à l'écoute de toutes les entreprises, quelles que soient leurs problématiques. Donc, on a mis en place des outils de travail à distance, d'emails dédiés, de pages Internet extrêmement pédagogiques et didactiques pour essayer de répondre au plus grand nombre de ces entreprises de manière personnalisée. Laurence Garino, quand je parle avec des entrepreneurs ou des professionnels autour de moi ici à Monaco, je sens aussi une certaine confusion entre ce qui se passe en France, parce que beaucoup de gens regardent les médias français, donc voient les annonces du gouvernement français, les annonces du gouvernement monégasque, et puis aussi les souhaits, les volontés, les annonces du Conseil national, qui ne sont pas forcément mises en application. C'est difficile de s'y retrouver. Comment on fait ? Nous avons lancé sur le site du gouvernement princier, à l'adresse service public entreprise, un guide pratique de l'ensemble des mesures qui sont mises en place par le gouvernement, qu'elles soient fiscales, sociales, économiques, pratiques. On parle à peu près de tout dès lors que c'est validé par le gouvernement, mais aussi par la municipalité, par les caisses sociales et d'autres partenaires. Et c'est un document qui rassemble les mesures dans leur totalité et qui, disons, donne une information complète et fiable. Quelles sont les questions qui reviennent le plus de la part de ceux qui vous contactent ? Ce qui était d'actualité la semaine dernière, il me semble que c'était très très loin dans le temps, mais finalement c'était juste la semaine d'avant. Et c'était les questions les plus urgentes touchées aux salariés. C'est très vite enchaîné des questions de trésorerie. Laurence Garino, j'ai un problème de trésorerie, qu'est-ce que je fais ? Bon, aujourd'hui, voilà, le premier conseil que l'on va donner à cette entreprise qui a besoin rapidement de trésorerie, c'est de se rapprocher de l'établissement bancaire de son entreprise. Donc votre réponse, c'est appeler votre banquier. Exactement. Sur les revenus minimums aussi, vous avez des questions ? Alors, c'est une aide subventionnée pour certains travailleurs indépendants qui exercent en nom propre, en nom personnel, les activités. Là aussi, nous avons depuis hier mis en application cette mesure de manière très concrète, là aussi, sur le site Internet, en étant le plus aidant possible pour que la démarche soit simple. Donc, la trésorerie, le revenu minimum, les loyers aussi, quand une entreprise a du mal à faire face à ses charges, et que ce soit les loyers dans le public, dans les domaines, ou que ce soit dans le secteur privé, est-ce que vous apportez une assistance ? Voilà. Au niveau des domaines, la mesure est sortie extrêmement rapidement au niveau du secteur domanial. En revanche, au niveau du secteur privé, c'est un peu plus compliqué, disons, puisqu'on va avoir affaire à des situations complètement différentes, des propriétaires qui auront une certaine souplesse, d'autres qui ne peuvent pas se le permettre. Mais là encore, sous l'impulsion de M. Castellini, nous sommes à l'écoute des deux parties et nous essayons d'inciter en tout cas les uns et les autres à beaucoup de bienveillance et à s'entraider parce que
l'important, en fait, c'est de s'aider pour résister à cette période, pour pouvoir rebondir. Bien sûr. Alors justement, pour rebondir, est-ce que vous travaillez aussi sur l'après à Monaco Welcome Office? Il y a un certain nombre d'acteurs économiques, en principauté des jeunes, qui mettent aujourd'hui en place des plateformes qui vont mettre en avant les commerces locaux, les commerces de Monaco, certains ont déjà des services en ligne pour essayer en fait en même temps de le faire savoir aux résidents qui sont confinés, qu'ils peuvent avoir des solutions localement pour des besoins au quotidien, D'accord. mais aussi vous verrez bientôt, pour donner déjà des idées pour consommer à Monaco dès qu'il y aura l'assouplissement des contraintes sanitaires, et pour inciter les uns et les autres à consommer dans nos entreprises et nos commerces pour les aider à rebondir plus vite et mieux. Merci beaucoup Laurence Garino d'être intervenue dans cette émission spéciale Monaco face au Covid-19. Aujourd'hui, un peu moins de 22 000 salariés sont en chômage temporaire. Cela représente 40% du salariat en principauté. L'État prend en charge 100% du salaire jusqu'à 1 800 € et plafonne à 4,5 fois le SMIC monégasque pour les hauts salaires. Nous poursuivons notre dossier sur les conséquences économiques de cette crise. Avec près de 400 collaborateurs, la banque CFM Indosuez Wealth est le premier employeur bancaire de la Principauté. C'est la première salle de marché de la Principauté et c'est aussi la seule banque avec un actionnariat monégasque à hauteur de 30%. Nous retrouvons son directeur général en duplex. Bonsoir Mathieu Ferragut. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est intéressant de voir l'activité d'une banque telle que la vôtre parce que vous avez dû, et vos collaborateurs, 400 collaborateurs ont dû entrer plus ou moins tous en confinement, sauf que les marchés financiers, eux, ils n'ont pas été confinés. Effectivement, en tant que banque, nous avons eu, dès le début de la crise du Covid, eu l'obligation de nous organiser très rapidement puisque nous sommes dans une industrie qui se doit dans ces moments-là de continuer à opérer. Donc nous avons effectivement activé le travail à domicile depuis à peu près 2 semaines et demie et tout ceci à une époque où les marchés financiers et l'activité bancaire ne s'est pas arrêtée. Bien au contraire, l'activité s'est accrue pendant cette période, donc c'était effectivement un vrai challenge pour nous, les institutions bancaires en principauté. Pourquoi s'est-elle accrue? Parce que vos clients voulaient placer leur argent différemment ou ce surplus d'activité est dû à quoi? Alors, le surplus d'activité est essentiellement lié à la volatilité des marchés financiers et donc aux réactions d'une grande partie de nos clients qui ont souhaité effectuer des transactions, se repositionner à un moment où les marchés étaient extrêmement volatiles. Est-ce que vous faites appel, par exemple, au dispositif de CTTR, le chômage total temporaire renforcé, qui est une facilité offerte par le gouvernement monégasque? Alors, CFM Indosuez dispose d'un certain nombre d'agences en principauté. Ces agences font appel à des salariés qui aujourd'hui, les agences étant fermées à l'exception d'une agence, Albert Ier, ces salariés sont aujourd'hui au chômage partiel, donc on parle d'à peu près 25-27 personnes. Nous avons pris la décision, afin d'accompagner les services publics dans la gestion de la crise, de ne pas faire appel au mécanisme de CTTR, de remboursement du chômage partiel, et nous financerons donc directement la rémunération de ces salariés. D'accord. Donc ça, c'est pour participer à l'effort de guerre, en fait. Vous ne voulez pas être une charge supplémentaire sur les caisses de l'État? Tout à fait, tout à fait. CFM, comme banque de droit monégasque avec actionnariat partiellement monégasque, se doit d'accompagner à la fois le gouvernement et les finances publiques, dans la mesure du possible, évidemment. J'ai regardé votre parcours. Vous étiez aux États-Unis, vous, en 2008, la précédente grande crise. Maintenant, vous êtes à Monaco. Mais à l'époque, c'était une crise financière. Maintenant, c'est une crise sanitaire. Qu'est-ce qui change? Beaucoup de choses changent, puisque part d'abord d'une crise sanitaire qui touche tout le monde dans leur vie quotidienne. Nos clients sont affectés aujourd'hui, au même titre que nous, d'abord dans la vie personnelle, dans l'organisation de la vie familiale, dans les libertés personnelles. Ils sont ensuite touchés pour ceux qui sont entrepreneurs dans leur vie professionnelle ou les salariés de la même façon. Et enfin,
des problématiques d'épargne apparaissent avec la volatilité des marchés financiers. Donc ça fait toute une accumulation de problèmes qui se posent chez tout le monde au même moment et à peu près partout sur la planète. Face à cette crise, est-ce que vous avez observé des réactions fortes de la part de vos clients? En clair, est-ce que certains ont souhaité rapatrier de l'argent ici à Monaco ou au contraire sortir de l'argent de Monaco? Alors, contrairement à la crise de 2008, qui était une crise financière, nous sommes dans une crise sanitaire. Et finalement, on note dans l'industrie financière, à ce stade, peu de méfiance ou peu de défiance de nos clients, de nos investisseurs vis-à-vis des institutions financières. Donc à ce jour, il n'y a pas eu de fuite de capitaux hors de la principauté. Et on peut considérer au contraire que les clients valorisent aujourd'hui à la fois la solidité de l'institution financière, mais aussi la solidité de la place bancaire, qui ne sont pas du tout remises en cause à ce stade. Dans votre relation avec vos clients, qu'est-ce qui a changé? En principauté, nous avons d'habitude la chance de pouvoir voir nos clients et qu'ils nous rendent visite de façon régulière. Là, nous sommes obligés de communiquer par les nouvelles voies technologiques, par vidéo, par téléphone. Et on a perdu cette proximité, même si on sait que nous ne sommes pas très loin les uns des autres. Merci Mathieu Ferragu d'avoir participé à cette émission Monaco face au Covid-19. Merci à vous. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, il n'y en a que pour le coronavirus. C'est parti pour le best-of des réseaux sociaux. Nos amis les pompiers, faites du bruit! On va faire du bruit également pour les policiers, les amis! Et la vie serait je dormais un point fermé. Say you remember me, standing in a nice dress. Let it go, let it go. Alors moi il me semblait que le coup de la poêle c'était dans Réponse et non dans La Reine des Neiges. Je connais quand même mes classiques. Nous poursuivons notre dossier économique avec cette fois le témoignage d'un commerçant bien connu de Monaco. Bonsoir Frédéric Nguyen. Bonsoir. Merci de prendre quelques minutes pour être avec nous. Vous êtes le patron du Monaco Bar, une institution sur la place d'Armes. Vous avez dû baisser le rideau avec le début du confinement le 14 mars. Dans quelle situation vous trouvez-vous économiquement? Très grave. C'est très embêtant parce que vu que nos établissements, en tout cas le mien, ceux de mes confrères, ils sont fermés, on n'a aucune recette. Personne. Et vous avez de la trésorerie? Non, moi je n'en ai pas. Moi je suis un tout petit bar de quartier, donc c'est pas une grosse société, c'est pas une grosse entreprise. Donc en plus lors de l'hiver où la clientèle, et moi je travaille exclusivement avec les gens de la principauté. Bon et on s'attendait justement au jour pour pouvoir mieux travailler. Et là justement le confinement fait que on est fermé et rentrer l'argent. Vous avez quel statut? Vous êtes en société en nom personnel? Non, justement, moi je suis justement en SARL. D'accord. Donc les mesures ont été prises pour certaines sociétés. Moi, j'en bénéficie pas, comme certains de mes confrères. Donc on est vraiment à l'agonie, quoi. Parce qu'il y a le revenu minimum, extraordinaire de 1 800 €, mais ça c'est pour les indépendants, ceux qui sont en société en nom personnel. Tout à fait. Et donc ça, vous n'y avez pas droit, parce que vous êtes en société. Tout à fait. Moi, je suis en SARL. Donc, en SARL. De cette aide extraordinaire de salaire. Mais les sociétés peuvent contracter un crédit auprès de leur établissement bancaire avec un taux zéro garanti par l'État, et ce qui fait que vous êtes quasi assuré d'obtenir un crédit. Et justement, le problème, c'est que là, les banques, en tout cas pour la mienne, pour l'instant, ça ne joue pas le jeu. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles de ma banque. Et donc, vous allez faire comment? Je ne sais pas.
Solidarité, vous allez Je sais pas du avec tout. votre famille, avec... De toute façon, je veux dire, heureusement qu'on a la famille autour de nous, mais et puis j'ai certains amis qui, mais sinon c'est impossible à, comment dire, à voir le bout du tunnel. Et en plus, moi aussi, je veux dire, moi j'ai quand même aussi un employé, il faut le payer. Lui aussi, il a besoin de payer le loyer. Donc si on n'a aucune rentrée d'argent, comment on fait? Et lui, vous ne pouvez pas le mettre en CTTR, en chômage Il est en total. chômage partiel. Ouais. Donc en chômage partiel, il va falloir quand même le rémunérer. Il va falloir quand même lui sortir son salaire. Après, de ce que j'ai pu entendre par rapport à mon comptable, ça sera remboursé. Mais le salaire, il faut quand même le sortir. Bien sûr. Si, moi, comme petite société, je veux dire, là, moi, je parle du bar que j'ai, c'est un café. Mais à côté de moi, j'ai des amis qui ont un salon de coiffure. Où il y a plein de commerces totalement différents. Et il faut quand même sortir l'argent pour payer les employés. Bon, Frédéric, peut-être que je vous recommande d'appeler Laurence Garino, qu'on vient d'avoir en duplex du Monaco Welcome Office, ou encore peut-être que vous pourriez envoyer un email à l'adresse qui s'affiche sur l'écran, Covid-19 entreprise au pluriel @gouv.mc. Bon courage. À la limite, si vous n'avez pas de solution dans les 10 jours à venir, vous nous rappelez et puis on essaye, on fait le point avec vous. On fait le point avec vous, puis avec tous mes confrères, avec tout même. Il faut penser qu'à Monaco, il n'y a pas que des grandes sociétés, Bien sûr. il n'y a pas que des banques, il y a aussi il y a beaucoup de petites entreprises qui ont vraiment besoin qu'on les soutienne à la sortie de ce confinement. Merci Voilà. Frédéric Nguyen du Monaco Bar d'avoir accepté de témoigner dans cette émission. Le revenu minimum extraordinaire de 1 800 € par mois, soit une fois et demie le SMIC français, est versé à 2 500 personnes en principauté. Espérons pour Frédéric qu'il parviendra à trouver une solution. En théorie, la garantie de l'État devrait lui permettre d'obtenir un crédit de la banque. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19 h pendant cette crise. À demain sur Monaco Info. One of those melodramatic fools